Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Zogma. On se retrouve comme chaque samedi pour un nouveau Zogma à quoi tu joues. Aujourd'hui, on va parler de 4 jeux, on va parler de The Binding of Isaac, 4 Souls, on va parler de Flip Town, on va parler de Terre d'Arles et on va parler de The Belgian Bears Race. 3 de ces 4 jeux sont jouables en solo, 3 de ces 4 jeux ont ou auront une vidéo sur la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout aller directement sur le timer de la vidéo pour voir directement le jeu qui vous intéresse si vous ne voulez pas m'entendre parler de tous ces jeux. Et on va commencer par Terre d'Arles, un jeu qui sort dans 2 semaines, un jeu dont la partie solo est déjà tournée mais que je publierai d'ici 1 semaine ou 2 semaines juste avant la sortie du jeu. C'est une réédition, le jeu est déjà sorti il y a une dizaine d'années mais je sais pas s'il était déjà sorti en France, j'ai pas fait vraiment attention. C'est un jeu de Uwe Rosenberg, un jeu localisé, édité par Super Meeple et c'est illustré par Denis Lohausen. Comme d'habitude avec Uwe Rosenberg, c'est un jeu qui est très autobiographique puisque Arles, c'est la ville où il a vécu, c'est là où son père travaillait. On va travailler dans la ferme des parents d'Uwe Rosenberg, on va aller dans la ville à côté où sa mère vendait je ne sais plus quoi, je sais plus, mais l'histoire est un petit peu racontée dans le livre de règles et ça c'est toujours très sympa, mais on sait que Uwe Rosenberg fait toujours quelque chose inspiré de sa vie et il fait toujours des jeux surtout avec ce thème agricole. C'est le premier jeu que je joue de Uwe Rosenberg qui est vraiment un placement d'ouvrier parce que j'avais joué à Applejack mais c'est tout à fait différent. Je suis pas du coup un gros connaisseur de Uwe Rosenberg, donc je peux pas vous dire si c'est un bon ou un mauvais, je peux vous dire par contre ce que j'en pense. C'est donc un placement d'ouvrier dans lequel on va construire sa ferme, on va avoir un petit plateau personnel tout d'abord avec au début finalement une zone très limitée avec des digues qu'il va falloir essayer de repousser pour repousser les marécages pour avoir plus d'espace vivable et toute une zone avec des tourbières qu'il va falloir assécher, mettre à plat, etc. pour augmenter son plateau. Et pour ça finalement vous allez jouer à peu près 3-4 ans, je ne sais plus exactement, en gros vous allez jouer 9 manches, 5 manches seront des manches d'été et 4 manches seront des manches d'hiver et on va alterner été, hiver, et forcément les actions ne seront pas les mêmes parce que l'hiver ça va être plus propice, alors là je dis des bêtises, ça va être plus propice finalement à créer des bâtiments, là où l'été on va en profiter pour faire brouter les vaches, tondre les moutons, etc. Je dis des bêtises. Et du coup on aura 2 paquets d'actions différents, on aura un plateau assez grand, assez imposant, ça prend de la taille sur la place, ça prend de la place sur la table, au départ ça fait un petit peu peur, et en fait on va avoir 12 actions différentes par saison, 12 actions diverses et variées, et au départ on est un petit peu oppressé, on se dit mince, j'ai énormément de possibilités, je ne sais absolument pas vers où aller, je ne sais absolument pas quoi faire pour bien jouer. En plus, à la fin de mes 4 actions, je passe en hiver, si ça se trouve j'aurais mal programmé et je n'aurais pas de quoi faire pour finalement faire des actions ok, je parle pas de bonnes actions, d'actions ok en hiver, donc au départ ça fait un peu peur, la première partie, on va être assez mauvais, on va pouvoir faire plein de choses, on va pouvoir récupérer des animaux, on va pouvoir créer des bâtiments qui vont scorer des points, on va pouvoir faire des transferts de ressources jusqu'au village, on va pouvoir fabriquer des vêtements, etc. On a plein de choses à faire, ça fait un peu peur, mais finalement c'est un jeu qui est très souple, puisqu'il n'y a pas de mauvaises actions. Chaque action va finalement en fin de partie nous rapporter des points. Donc il n'y a jamais un tour où on va faire quelque chose qui sera totalement mauvais. Peut-être qu'on aura mal programmé quand même, que la saison d'après, ça ne sera pas ultimal, mais tout ce qu'on pourra faire nous permettra quand même de rapporter quelques points. Donc on ne joue jamais mal. Par contre, il y a une différence entre des joueurs moyens et des bons joueurs. Clairement, c'est un jeu où on va s'améliorer. Au cours de mes 6 parties, j'ai grappillé quand même plus d'une trentaine de points sur mon meilleur score. Donc clairement, on peut s'améliorer, mais il n'y a pas ce côté frustrant de mal jouer. On va toujours faire quelque chose qui va rapporter quelques points. Donc voilà. Par contre, il y a ce côté au départ un petit peu impressionnant de plein d'actions et on ne sait absolument pas où aller. D'autant plus qu'en solo, c'est vraiment du pur solo. Il n'y a pas, et ça c'est son plus gros défaut, il n'y a pas d'automat, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'aléa. Donc finalement, vous avez les 12 actions rien que pour vous et vous en faites ce que vous voulez. Là où des fois en multijoueur, on ne sait pas trop quoi faire, mais cette action-là, elle a déjà été prise par quelqu'un d'autre, donc j'ai un petit peu moins de possibilités. C'est pas tout à fait vrai dans ce jeu parce qu'il y a moyen de copier une action, mais là vraiment vous êtes tout seul et vous vous démerdez. Et puis le jeu c'est vraiment un beat your own score, c'est vous vous démerdez, vous marquez le maximum de points à la fin, et en plus dans les règles il n'y a pas de barème spécialement, il y a juste si vous dépassez 110 points, je sais plus, vous faites un score remarquable, on avait un peu le même coup dans Applejack, c'est très limité, et ça a ce petit côté peut-être un petit peu décevant parce que le jeu est très plaisant, mais c'est simplement battre son score, donc ça n'a pas ce côté très challengeant, et surtout comme il n'y a aucun aléa,
vous pouvez faire strictement la même partie, après partie. Si vous voulez faire la même stratégie, les mêmes tours dans le même ordre, vous avez appris une manière de faire des bons points et vous voulez tourner votre vidéo, et ben vous refaites exactement le même ordre d'action et vous finirez exactement au même score parce qu'il n'y a aucun blocage. Donc c'est un point positif mais un point négatif parce que moi j'aime quand on me force à tester une nouvelle stratégie parce que j'ai ce côté fainéant très humain de quand j'ai un truc qui marche bien, et ben je vais l'utiliser. Alors pour l'instant je suis toujours dans cette phase où je m'améliore parce que j'améliore un peu cette stratégie, mais quand j'aurai trouvé la stratégie qui me fait atteindre le scoring optimal, bah, j'aurais peut-être pas envie de tenter mon coup en faisant une autre stratégie et donc peut-être de perdre 1 heure de ma vie en faisant un scoring tout pourri. Donc il y a ce petit côté-là un peu dommage, c'est que le jeu marche très bien, c'est fluide, on joue bien, on s'amuse, il y a pas mal de réflexions, mais finalement le mode solo est un petit peu fainéant quand même. Ceci dit, vous verrez très bientôt si le jeu peut vous plaire ou pas. Ça reste un jeu qui est efficace, que je vais garder. J'avais Alerto dans ma bibliothèque que je n'avais toujours pas essayé, que j'avais récupéré lors de promo. Je ne sais pas si je l'essaierai, je ne sais pas si je ne vais pas garder celui-là à la place, qui me convient quand même plutôt bien. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau des modes solo. On va maintenant parler de The Binding of Isaac 4 Souls, la deuxième édition, celle qui est apparue dans le commerce, puisque c'est un jeu qui avait déjà été kickstarté. C'est un jeu du coup avec plus de cartes par rapport à la version de base. C'est un jeu où il n'y a pas l'extension qui était kickstartable. C'est forcément l'adaptation de Binding of Isaac, le jeu vidéo qui est vraiment une petite pépite, mais qui est devenue finalement même plus une pépite cachée, mais un classique. C'est un jeu dont la vidéo est déjà sortie, elle est sortie dimanche dernier, et bien c'est un jeu qui est très clivant. Je m'en doutais un peu, et ça va me permettre d'affiner un petit peu mes propos, parce que c'est vrai que dans mon avis, j'ai donné mon avis tel quel, mais que j'aurais pu un petit peu mitiger. C'est-à-dire que je suis très fan de la licence, et clairement, ce que j'ai peut-être pas assez dit dans la vidéo, c'est que c'est un jeu vraiment fait pour les fans. J'ai pas envie de dire par des fans pour des fans parce que c'est une formulation un peu toute faite qui veut rien dire, mais c'est clairement un jeu. Il faut aimer The Binding of Isaac parce que sinon on trouvera ça probablement un petit peu chiant. Comme tout jeu à licence, le plus gros plaisir du jeu va être de redécouvrir ce qu'on aime bien. Et là, ça va être le cas parce qu'on aura plus de 300 cartes. Quasiment, allez, on va dire qu'il y a les 2/3 qui sont des cartes uniques où on va retrouver les personnages, les ennemis, les objets qu'on aura dans le jeu et ça va être un petit plaisir. On a toujours ce petit texte fluff en dessous qui nous met dans l'ambiance. Donc voilà, pour les fans de Binding of Isaac, c'est un plaisir de se plonger dans cette ambiance. Sinon, c'est un jeu en multijoueur qui est un munchkin. En fait, on va devoir sur des cartes récupérer des âmes et pour récupérer ces âmes, en fait, il faut battre ses ennemis. Battre les ennemis, c'est très simple. Dessus, ça me dit qu'il a par exemple 3 points de vie. Et pour lui retirer un point de vie, il faut lancer un dé, et par exemple, il faut faire plus que 5. Vous lancez un dé, vous avez fait plus que 5, vous lui retirez un cœur. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous lui retirez tous ses cœurs. Par contre, ça met que si vous réussissez pas l'objectif de dé, il vous retire peut-être 2 points de vie, vous en avez 3, donc si vous ratez 2 fois, vous êtes mort, vous avez perdu contre le boss, vous récupérez pas son âme, et surtout, vous perdez un tour de jeu. Donc ça va être un jeu qui est sur la base très simple. En multijoueur, ça va être un côté munchkin. Donc c'est que dès que quelqu'un va faire une action, tout le monde aura une fenêtre de tir pour faire une contre-action. Pour dire, toi, tu as fait un 5, je peux modifier ton dé pour que ça devienne un 4, ou je peux rajouter un PV au boss, ou je peux lui faire qu'il est invincible, etc. Donc ça va être un côté vraiment, on va s'empêcher d'obtenir les 4 âmes. Ça peut être un jeu assez fun en multijoueur. Moi, j'y ai pas joué en multijoueur, j'y ai joué qu'en solo. En solo, en fait, on joue en coopération, on joue 2 personnages. Les personnages qui sont des personnages de la série que vous connaissez bien, ils ont chacun leur objet fétiche, leur arme particulière. Il y a même un personnage qui fait qu'on tire une récompense aléatoire et ça crée du coup un personnage quasiment infini avec plus de 100 variations différentes. C'est assez fou. Et donc ça va être de la coop, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer toutes ces cartes qui nous permettent de nous embêter, on va simplement utiliser des cartes qui permettent de nous aider et on va avoir un nombre de tours pour réussir à avoir nos 4 âmes. Donc on perd vraiment ce côté fun du multijoueur pour un jeu coop qui va du coup miser uniquement sur son ambiance et sur son univers. Et moi ça me va parfaitement, c'est le genre de jeu qui se joue en 20 minutes où chaque partie je vais avoir l'impression que c'est différent. C'est pas le jeu où je vais me concentrer, où je vais me mettre dedans pendant 1 heure en me disant je veux bien jouer. Non, c'est le genre de jeu où je me mets des vidéos YouTube en parallèle, où je regarde un match de foot ou de rugby, où il y a ma compagne qui me raconte sa journée. C'est juste un petit jeu détente, 20 minutes comme ça, avec des belles images, avec des fois des mécaniques un peu drôles, des monstres un petit peu chelous. Et puis ça passe bien. Par contre, le jeu est comme très simple. On a 8 tours pour avoir 4 âmes. Moi, j'ai tenté plusieurs variantes. Vous m'avez proposé des variantes d'ailleurs en description. Et moi, je joue plutôt en 6 âmes pour 8 tours parce que sinon, c'est très très simple et ça manque un petit peu de challenge, donc c'est moins amusant. Mais là, clairement, avec cette variante-là, ça me plaît bien. Je passe des bons moments. Je suis déjà une 15aine de parties dessus.
ça passe bien. C'est clairement un jeu pour les fans. Si vous n'êtes pas attiré par la licence, si vous ne connaissez pas la licence, vous allez trouver le jeu probablement un petit peu mou, mais si vous aimez la licence, vous risquez quand même de prendre plaisir. Et c'est ce qu'on voit dans les commentaires. Il y a les commentaires des gens qui ont trouvé ça totalement nul et ceux qui au contraire ont trouvé ça vraiment très bien. C'est très aux opposés au niveau des avis. Là où par contre c'est pas opposé au niveau des avis, c'est Fliptown, le nouveau jeu de Bad Boom Games, pardon. C'est un jeu de Steven Aramini et illustré par Naomi Feral. C'est un flip and write. La vidéo est sortie jeudi et c'est un jeu qui, je pensais, était un jeu vraiment qui allait passer inaperçu, dont on entendait très peu parler. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui cliquent sur cette vidéo. Là, on est à 1000 vues en un tout petit peu plus que 24 heures. C'est un bon démarrage, surtout pour un flip and write. Et les retours sont plutôt emballés. C'est un jeu, moi, que j'ai demandé à Bad Boom Games qui a accepté de m'envoyer le jeu, de même que Terre d'Arles, c'est Super Meeple qui a accepté de me l'envoyer, de même que The Binding of Isaac, c'est Funforge. Finalement, dans cette vidéo, ce sont que des jeux que l'on m'a envoyés, sauf le dernier. Et eh bien, c'est un très... moi, je suis vraiment bien conquis par ce flip and write. Ça va être un univers cow-boy, c'est assez original. On va avoir une mécanique qui reprend un peu celle de Welcome, c'est-à-dire qu'on va tirer 3 cartes. Ces 3 cartes, il y en a une que l'on va utiliser pour son action et l'autre qu'on va utiliser pour sa valeur, pour simplifier. Et la troisième, on va l'utiliser pour autre chose. C'est-à-dire que si je prends sur ces 3 cartes le 5 et le cœur de l'autre carte, eh bien je vais aller faire l'action en cœur. L'action en cœur, c'est avancer sur une piste. Sur cette piste, on va en fait explorer un peu les alentours. On va pouvoir faire l'action numéro 5. Si j'avais pris le 7 et le trèfle, dans la zone de trèfle, qui est la ville, j'allais entourer le bâtiment numéro 7 et récupérer le bonus, tout simplement. Et donc la troisième carte, ça va être pour faire une main de poker, puisqu'une manche va se dérouler en 5 tours de jeu, et à la fin du 5e tour, on aura donc 5 cartes dans notre main, et donc on va lancer notre main de poker, et plus forcément on a fait une belle figure, plus on va marquer de points. Donc une paire c'est moins bien que 2 paires, qui est moins bien que patati patata, jusqu'à la mythique quinte flush royale, plutôt improbable. Et c'est très sympa. Ce qui est très sympa, c'est que justement dans cet univers de cowboy, on va être vraiment sur du pari. On a cette main de cowboy, on va essayer d'aller attaquer des diligences, attaquer des vaches ou des poules si on est un bandit de faible niveau, mais du coup on va avoir un aléatoire, forcément, c'est pas si simple que ça d'attaquer une diligence, donc il va falloir retourner une carte de plus, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de points. Et de même, à la fin de chaque tour, le shérif va essayer de nous attraper, et il aura plus de facilité à nous attraper en fonction de si on a fait des méfaits. Si on a essayé d'attaquer une diligence, on aura pas mal de points de recherche, un peu à la manière de GTA. Si on a essayé de désosser, de déterrer des squelettes au cimetière, on aura aussi des points négatifs. Et donc, pareil, il y a une carte, le shérif, qui a une certaine valeur qu'on va découvrir à la fin de la manche, et en fonction de cette valeur et de notre indice de recherche, peut-être qu'il va nous attraper. Donc ça peut frustrer certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup... Normalement, un flip and write comparé à un roll and write, ça permet d'avoir plus de contrôle, parce qu'on sait quelle carte est sortie, et donc on sait que cette carte-là ne peut plus ressortir, donc la probabilité augmente. Là où un roll and write, les probabilités sont les mêmes tout au long de la partie. Un flip and write, on a plus de contrôle. Mais là, il y a pas mal de petits paris qui sont très thématiques dans l'ambiance cowboy, mais qui finalement peuvent frustrer certaines personnes. Moi, ça m'a plutôt plu. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on va affronter des cowboys, des cowboys, mais des bots, qui vont avoir, eux, une manière de scorer différente à chaque fois, qui vont nous forcer à aller jouer plus vers la ville, à aller jouer plus vers la piste, à aller jouer vers plus les Badlands, etc. Donc ça va nous forcer à jouer différemment, avec un challenge qui est plutôt satisfaisant. En plus, pour tirer aléatoirement notre mise en place, on va prendre une carte de la pioche. La couleur de cette carte va nous donner le cobot, il y en a 4 différents, et la valeur va nous permettre de choisir notre personnage, parce qu'on aura des personnages différents avec une mise en place différente, c'est-à-dire qu'on aura plus ou moins de pépites ou d'argent, et surtout un pouvoir unique à utiliser une seule fois au cours de la partie. Donc c'est vraiment sympa. Moi, ça a été une belle découverte. Son seul gros défaut, c'est que finalement, souvent, grâce à la ville, on va débloquer des bonus qui vont être permanents pour la fin de la manche, pour la fin de la partie. Ces bonus, on les entoure sur le plateau, près de l'action, près de la zone en question, mais comme finalement le plateau est tout orange, qu'on va avoir entouré pas mal de choses, je trouve que ces bonus ressortent assez peu, et j'ai tendance, peut-être parce que je suis tête en l'air, à les oublier, et me rends compte en fin de partie que, ah mince, j'ai fait un petit score, mais finalement, bah oui, j'ai oublié ça, puis j'ai oublié ça. Donc ça manque soit d'un feutre rouge pour bien entourer, soit, je sais pas, d'une zone un peu plus claire, que ça soit un peu plus coloré sur ces zones-là. Voilà, je trouve qu'il y a un petit manque de lisibilité au niveau des bonus. Et puis, comme j'ai dit aussi dans la vidéo, à la boîte là, les plateaux sont pliés en 4. J'aurais aimé qu'ils soient pliés un peu moins, la boîte un peu plus haute, mais un peu plus fine, parce que ça prend déjà quand même pas mal de place dans la bibliothèque. Mais carrément, Fliptown, très sympa. Il y a une extension qui est sortie avec,
dispensable, c'est 5 € l'extension avec juste quelques cartes, mais ça rajoute un cobalt, voire deux, je sais pas, quelques personnages, etc. Donc moi, je suis allé tout à l'heure dans la boutique pour essayer de me l'acheter. J'ai pas acheté le jeu, mais je voulais acheter l'extension. Elle y était pas, bah tant pis, je me rapatrierai sur mon deuxième fournisseur qui est Ludum. Mais clairement, un beau flip and write, là où cette année, il y a eu assez peu finalement de jeux du style. Et puis le dernier jeu, un de mes jeux préférés, pas jouable en solo, ou presque, parce que dans la version Kickstarter, il y avait un mode solo qui est en fait 2 cartes. Ces 2 cartes qui sont probablement imprimables assez facilement, mais je n'ai pas moyen de les trouver. J'avais demandé à l'éditeur si c'était toujours disponible, s'il y avait moyen de l'acheter, et il m'a répondu non. Donc je n'ai jamais joué à ce jeu en solo, je ne sais pas ce que ça vaut en solo, mais c'est un de mes jeux préférés en multijoueur. Non pas que ça soit le meilleur jeu de tous les temps, mais niveau thématique, c'est sublime. C'est un jeu qui m'a rarement fait vivre une expérience aussi forte, c'est-à-dire que ça va être un marathon. On est en Belgique et on va faire une course. On va partir de la grande place de Bruxelles et on va essayer de visiter le plus de brasseries de Belges en Belgique. Ce qui est vachement cool, c'est que déjà toutes ces brasseries existent. On a un bouquin qui va nous parler de toutes les brasseries belges. Forcément, si vous n'en avez rien à foutre de la bière, ça va assez peu vous intéresser, mais en soi, c'est très sympa. Et puis, elles sont réparties sur la carte de Belgique et elles sont réparties de manière à ce que le temps de route entre chaque brasserie est à peu près équivalent à ce qu'on va faire en réalité. Et donc l'objectif dans ce jeu, c'est de visiter le plus de brasseries possible, d'avoir goûté le plus de bières différentes et de revenir à l'heure avant le dimanche midi sur la grande place, parce que si vous arrivez en retard, eh bien vous perdez des points. Et donc ce qui est assez magique, c'est que on va devoir picoler. Et pour picoler, et en picolant, forcément, vous le savez, on devient bourré. Notre alcoolémie va monter, et attention à ne pas trop monter. Si vous arrivez au stade de coma éthylique, bim, vous finissez votre journée. La partie se déroule en 3 jours. On part le vendredi, on arrive le dimanche, comme tout bon week-end marathon. Donc attention, si vous êtes totalement en PLS, coma éthylique, votre journée se termine avant, et du coup, vous ferez moins d'action. Pour se déplacer de brasserie en brasserie, vous avez 3 moyens de locomotion. Le meilleur, c'est le bus, c'est le plus rapide. En plus, quand on est dans le bus, on peut picoler, ce qui nous fait gagner encore plus de points. Mais attention, il peut y avoir des grèves, donc il y a un risque de retard. Ça se joue avec un dé. Et puis surtout, si vous êtes trop bourré, vous vomissez partout et on ne vous accepte plus dans les bus. Donc vous perdez un moyen de locomotion fiable. Vous avez le droit d'utiliser le vélo. Le vélo, ça marche quand même pas trop mal. C'est un peu moins rapide que le bus, mais attention, si vous êtes bourré, ça va vite. Le vélo, c'est dangereux, donc à partir d'un certain stade, vous ne pourrez plus utiliser le vélo. Et le niveau, finalement, le plus sûr, celui où vous êtes sûr d'arriver, c'est l'autostop. Mais l'autostop, c'est ultra long, il faut attendre qu'on nous récupère, le trajet, etc. Donc ce sont des trajets qui sont à rallonge. Là, vous pouvez le prendre même si vous êtes totalement déglingué, mais voilà, vous allez perdre du temps. Et la gestion du temps dans ce jeu est très importante parce que finalement, il n'y a pas d'ordre bien défini. C'est comme dans Tokaido, celui qui est le dernier sur la piste de temps va jouer. Donc c'est possible que des fois, vous fassiez 2-3 actions d'affilée parce que vous allez faire des petits déplacements, vous allez faire des actions qui ne prennent pas beaucoup de temps et vous allez enchaîner. Si vous prenez que des actions qui prennent beaucoup de temps, et finalement, vous n'allez pas faire grand-chose de votre tour. Donc ça, c'est vachement sympa. Et puis forcément, pour des cuvées, qu'est-ce qu'on va faire? On va goûter du fromage. C'est un jeu qui est ultra thématique, c'est un jeu à jouer le soir, à jouer avec une bonne bière. Par exemple, une triple carmélite, moi c'est ma bière préférée. J'ai quand même vérifié, j'étais pas sûr, parce que je me dis, je parle de ça sur une vidéo où on parle de bière belge, mais oui, c'est bien une bière belge, la triple carmélite, donc c'est bon, j'ai le droit d'en parler. Voilà, c'est pas le jeu de folie, c'est pas un jeu où on va enchaîner 5 parties de suite, mais on est dans l'ambiance, on est un petit morceau de saucisson, de la bière, et puis on va jouer un jeu où on déguste des bières, franchement. J'en ai même pas fait 10 parties, je crois que j'ai dû faire 4 parties dans ma vie, alors que j'ai le jeu depuis 2 ans, mais à chaque fois que j'y joue, c'est un moment mémorable. Voilà, c'est un jeu qui est ultra plaisant. Je vous ai même pas dit qui c'est fait par Beer Games, c'était leur premier jeu, c'est un jeu de comic Boutrio illustré par Amo d'Astarac. Et non pas de l'Astarac, à ne pas confondre. C'est, voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur The Belgian Beer Race. D'ailleurs, il y a un Roll and Write qui est sorti à Essen, mais je ne sais pas si, je crois pas qu'il soit déjà présent en France, qui reprend un peu ce jeu dans une version simplifiée de Roll and Write. Et j'ai du mal à dire Roll and Write ce soir, j'ai l'impression d'avoir encore un peu de bière au fond de la gorge.
Voilà pour les 4 jeux d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce à quoi vous avez joué cette semaine. Faites-moi découvrir les pépites à jouer avant la fin de l'année. Si les jeux vous intéressent, bah, n'oubliez pas qu'il y a des petits liens affiliés en description. Et puis surtout, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, dimanche, il y aura la partie solo de 300, la Terre et l'eau. Mardi, il devrait y avoir la vidéo de Terraforming Mars, le jeu de dés. Et jeudi, ça sera probablement la vidéo de Sawari, mais c'est pas encore totalement sûr. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!